Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. On ne peut pas considérer l'énoncé individuel sans le rapporter au complexe existant de normes. Le chercheur qui isole ces deux notions déforme inévitablement le système de valeurs esthétiques et perd la possibilité d'établir ses lois immanentes. Roman Jacobson, 1928, page 57. Il va de soi que je pars de l'idée qu'un grand écrivain ne peut pas écrire n'importe quelle œuvre valable n'importe où, et n'importe quand. D'abord, parce qu'il ne peut écrire que dans une perspective globale qu'il n'a pas inventée et qui doit exister dans la société pour qu'il puisse par la suite la transposer dans un univers imaginaire et cohérent. Deuxièmement, parce que cet univers imaginaire ne constitue une œuvre valable que dans la mesure où il sera centré sur les aspects essentiels de la réalité sociale, qui a contribué à élaborer les catégories qui la structurent. Lucien Goldman, 1971, page 62. S'il est vrai que l'artiste prend du champ par rapport aux banalités socio-culturelles, c'est justement par rapport à elles qu'il prend ce champ, de sorte que son originalité finale porte toujours quelques traces, fût-elle truquée ou inversée, de ce sur quoi elle a été conquise. Christian Mess, 1973, page 60. Bien que nous ne soyons ni l'un ni l'autre historiens de formation, la recherche historique telle qu'elle s'est développée en France depuis une cinquantaine d'années, et en particulier l'histoire des représentations, forme sans doute le terreau sur lequel est née notre envie d'aborder autrement l'analyse des films. Déplacement sensible si l'on songe que les disciplines qui alimentent l'étude du cinéma en France, au-delà des champs traditionnels de l'esthétique et de l'histoire de l'art, sont plutôt, depuis l'apport décisif de Christian Mess, la linguistique et la psychanalyse. Non que l'histoire du cinéma soit dans notre pays un continent oublié. Depuis les premières sommes de Georges Sadoul, bien des chercheurs ont exploré le passé récent, mais pas toujours facile d'accès, de cet art, dont nous fêtons le centenaire. Mais parmi toutes les approches auxquelles peut se prêter un objet aussi multiforme, à la fois technique, langage, industrie, commerce, art, culture populaire, institutions, instruments de propagande, etc. Les chercheurs français ont, nous semble-t-il, peu exploité jusqu'à maintenant la richesse du cinéma comme champ d'étude privilégié pour l'histoire des représentations. Peut-être en trouve-t-on la raison dans les difficultés de communication entre spécialistes du cinéma et spécialistes de l'histoire, les uns, souvent ardents cinéphiles, étant trop attachés à leur objet d'étude et d'amour, pour pouvoir ou vouloir à travers lui viser un autre but, les autres ayant tendance à instrumentaliser le cinéma comme une source parmi d'autres, dont l'autonomie relative est mal prise en compte. Même les travaux historiques les plus pertinents dans notre optique, Ferraud, 1977, Garçon, 1984, construisent leurs problématiques à partir d'un champ extérieur au cinéma, celui de la politique en l'occurrence, et les films servent à mesurer l'impact d'une idéologie politique sur la société civile, ou à confirmer l'existence d'une contre-idéologie face au pouvoir politique. Nous avons tenté quant à nous de construire une problématique à partir des films mêmes. Car si le cinéma, production culturelle collective tant au niveau de sa fabrication que de sa consommation, est sans doute un lieu privilégié d'expression de l'imaginaire social, il n'en constitue pas moins un langage propre, dont les codes très complexes et très diversifiés, mimésis, narration, fiction, personnages, acteurs, lumière, décor, spectacle, musique, dialogue, etc., nécessitent une approche spécifique, comme Pierre Francastel le revendiquait naguère pour la peinture. Notre projet est donc venu d'un désir d'articuler certains apports de la recherche historique contemporaine et notre connaissance de l'intérieur, pourrait-on dire, de l'objet cinéma et des instruments spécifiques élaborés pour l'analyser. Parmi les approches qui ont changé notre regard sur le cinéma, il faudrait mentionner aussi ce champ disciplinaire récent surtout développé dans les pays anglo-saxons sous le nom de Cultural Studies, qui tente d'appréhender les productions symboliques d'une société donnée en dehors des grilles d'évaluation imposées par la culture dominante. En France, la sociologie de la culture élaborée de façon décapante par Pierre Bourdieu, 1979, va dans le même sens, mais le poids dans notre pays d'une vision élitiste de la culture freine ce type de recherche en histoire, que l'on ne trouve guère encore que dans les travaux d'un Pascal Horry, 1989 par exemple. Dans le domaine du cinéma en particulier, la bataille encore très récente menée, avec succès pour ce qui est de la France, pour faire reconnaître la légitimité culturelle du 7e art,
tant auprès de l'intelligentsia que des institutions culturelles étatiques, à favoriser les démarches les plus traditionnelles d'édification d'un panthéon de grands auteurs, aux dépens d'une approche plus contemporaine et par certains aspects plus pertinente, du cinéma comme production culturelle collective. C'est plutôt dans cette optique que notre ouvrage se situe. Enfin, ramification la plus récente mais non la moindre de la nouvelle histoire, l'histoire des femmes ou plutôt l'histoire des rapports entre les sexes, a émergé en France avec la somme, provisoire, que sont les 5 volumes publiés sous la direction de Michel Perrault et Georges Duby, 1991, dans un souci constant qui fait la valeur scientifique de l'ouvrage, articuler étroitement les dimensions matérielles et symboliques du rapport de domination des hommes sur les femmes, qui structure nos sociétés. La rigueur historique de ce travail collectif basé sur l'hypothèse que les identités de sexe ne sont pas des essences, mais des rapports, des processus de différenciation inscrits dans une société et dans une époque, nous apportait un éclairage utile par rapport aux travaux certes considérables déjà entrepris par les chercheurs anglo-américains, en particulier dans le domaine des gender studies, mais trop souvent sub specie aeternitatis. De plus, l'essentiel des travaux anglo-américains sur les représentations filmiques du genre concerne d'abord, sinon exclusivement, le cinéma américain. Il nous est apparu assez vite que les analyses qui, depuis l'article fondateur de Laura Mulvey, 1975, tentent de comprendre le fonctionnement symbolique du film et de son spectateur Trice dans le champ des rapports de sexe, ne pouvaient s'appliquer directement au cinéma français, pour des raisons qui relèvent justement de l'histoire en général et de l'histoire culturelle en particulier. En effet, nous nous démarquons des principales théories féministes anglo-américaines en ce sens que nous ne voulons ni ne pouvons nous enfermer dans l'idée que l'analyse des représentations des relations de sexe n'intéresserait que les femmes dotées d'une conscience de sexe. Thèse implicite dans Modleski, 1988. De même que le cinéma français continue à s'adresser aux spectateurs des deux sexes de manière non discriminée, nous pensons que les relations entre les sexes concernent les hommes autant que les femmes. Et nous refusons également d'écarter de nos analyses, comme le font la plupart des féministes américaines, la problématique de classe qui, dans le cinéma de toutes les époques et de toutes les cultures, interfère profondément avec la problématique de sexe. Enfin, si nous souhaitons que nos travaux s'inscrivent dans le cadre général des luttes pour l'égalité des sexes, nous considérons comme secondaire la construction théorique d'un spectateur féminin, à partir duquel relire les films à rebrousse-poil, à gains-grains, c'est-à-dire en faisant fi de l'inscription historique et sociale des films, Petro 1989, et pour une approche critique Williams 1993. Nous tentons davantage de repérer et de comprendre l'enjeu des représentations, en général conflictuels et contradictoires, des rapports sociaux de sexe à une période donnée, d'autant plus que dans un pays comme la France, à l'époque que nous étudions, la place du spectateur est résolument masculine, en ce sens que la très grande majorité des femmes jusqu'aux années 70 au moins, avaient intériorisé les valeurs patriarcales, avec les connotations laïques et libertines propres à notre pays, Fraisse, 1992, Rosan-Vallon, 1993, Viennot, 1995. Le choix de la périodisation 1930 à 1956 correspond pour nous à plusieurs types de pertinence. Tout d'abord, et comme en témoignent aussi bien l'édition que les cursus universitaires ou les programmes des salles de répertoire, le cinéma français d'avant la nouvelle vague est mal connu et, quelques chefs-d'œuvre patentés mis à part, mal aimé de la plupart des cinéphiles et des enseignants. Cela s'explique aisément par l'histoire de la cinéphilie en France et en particulier par le rôle des cahiers du cinéma, armes de guerre théorique des futurs cinéastes de la nouvelle vague qui se sont imposés à la fin des années 50 en détrônant la génération précédente. Mais peut-être est-il temps, avant que ces films ne deviennent, faute de repères culturels, totalement illisibles, de faire réémerger ces presque 3 décennies du cinéma français, depuis les débuts du parlant jusqu'à la nouvelle vague, période qui correspond en France à la fréquentation la plus massive et la plus large socialement des salles de cinéma. À partir de la fin des années 50 se met en place, par le truchement de la politique d'aide à la qualité, un cinéma à 2 vitesses, cinéma d'auteur versus cinéma commercial, situation dont nous avons hérité aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire. Au-delà donc des goûts cinéphiliques qui depuis une 40aine d'années en France sont formés pour préférer les films hollywoodiens classiques aux films français de la même période,
Il nous a semblé légitime de nous replonger dans ce cinéma d'abord pour en comprendre la place, la fonction et le sens dans la société française d'alors, mais plus profondément pour tenter de mettre à jour un passé récent qui peut sans doute, mieux que les films d'outre-Atlantique, nous aider à comprendre d'où nous venons. Car le choix de cette période s'est aussi imposé à nous pour des raisons historiques. La France traverse alors les années les plus sombres, et même les plus traumatiques, de son histoire récente. Les années 30 avec leurs affrontements politiques violents dans une atmosphère de confusion idéologique croissante, la drôle de guerre qui s'achève sur la défaite militaire et la débâcle, catastrophe politique et humaine sans précédent, puis les 4 années d'occupation allemande, avec son cortège de misère, de souffrance et d'humiliation, enfin la libération, à la fois délivrance et fin d'une époque, celle où la France pouvait prétendre faire partie des grands de ce monde, ce que viendra concrétiser l'impossibilité pour notre pays d'échapper à la logique de la guerre froide avec les conséquences que l'on sait sur la politique intérieure. C'est la prospérité économique qui ouvrira 10 ans plus tard une nouvelle ère, celle de la modernité et de la société de consommation. La bombe bébé éclate en 1956, au seuil de laquelle nous nous arrêtons. Au centre de cette période donc, les 4 années d'occupation, que notre travail privilégie volontairement, parce que au moment où les Français subissent l'épreuve la plus douloureuse de leur histoire, le cinéma prend une place extraordinaire. Seul loisir de masse autorisé avec le sport, il devient, grâce au détour par la fiction, un exutoire et un moyen d'expression privilégié pour cette société dont la presse et l'édition sont muselées, soumises à la double censure de Vichy et de l'occupant allemand. Il nous a donc paru légitime d'explorer en profondeur cette production jusqu'à maintenant présentée par les historiens du cinéma comme une continuation en plus terne du cinéma des années 30. Jean Collat, 1983. C'est au contraire à partir des ruptures constatées dans les représentations filmiques des années d'occupation par rapport à celles de l'avant-guerre que nous avons commencé à construire notre problématique, dont la pertinence s'est trouvée confortée par les ruptures tout aussi fortes qui nous sont apparues par rapport au cinéma d'après-guerre. La délimitation du corpus de films visionnés correspond à notre visée théorique, du côté de l'histoire culturelle plutôt que de la cinéphilie. Nous avons donc travaillé soit sur l'ensemble des films disponibles, environ 180 films visionnés sur les 220 réalisés entre 1940 et 1944, soit sur un large échantillon représentatif de tous les genres et de tous les niveaux économiques ou culturels du cinéma de l'époque pour les années 30 et l'après-guerre, en laissant de côté dans un premier temps les critères qualitatifs, qu'ils soient contemporains des films ou plus récents. Au fur et à mesure de nos analyses, nous avons d'ailleurs été amenés à redéfinir ces critères qualitatifs, les meilleurs films devenant ceux qui, à partir d'une problématique commune à l'ensemble de la production d'une période, parviennent à la travailler d'une façon suffisamment complexe pour faire émerger des conflits et des contradictions au-delà des stéréotypes. Nous retrouvons souvent les mêmes films que ceux du panthéon cinéphilique, mais notre regard sur eux a changé. Il ne s'agit plus d'en célébrer les beautés intemporelles, expression d'un génie solitaire, mais d'en montrer la singulière acuité par rapport aux questions que se pose l'époque. De ce fait, nous voyons émerger aussi d'autres films, qui souvent parce qu'ils ne sont pas le fait d'auteurs patentés, n'ont pas eu accès au Panthéon. Quant au choix de la problématique, il est venu d'abord de notre volonté de prendre en compte la spécificité du cinéma, et du cinéma français en particulier, qui prend massivement comme matériau fictionnel les relations interpersonnelles entre hommes et femmes et ou entre personnes du même sexe. Analyser les représentations filmiques des rapports de sexe, comme expression particulière d'un imaginaire social, nous permettait donc à la fois de respecter l'autonomie relative de notre objet. Le cinéma de fiction parle peu de politique au sens étroit du terme, sans pour autant nous enfermer dans la fiction d'un art intemporel consacré au culte de la beauté. Ce sont aussi les recherches de Ginette Vincendo, chercheuse française installée en Grande-Bretagne, qui nous ont fourni le point de départ de notre travail. Outre ces remarquables analyses touchant au mythe Gabin, 1985-1993, sa principale contribution à notre compréhension du cinéma français des années 30 est d'avoir relevé la récurrence d'une image de couple incestueux dans les films produits entre les débuts du parlant et la débâcle de l'an 40, 1989.
Et nous avons pu vérifier pour notre part que la situation scénaristique la plus typique de ce cinéma place en effet un homme d'âge mûr, dans une relation plus ou moins explicitement amoureuse avec une très jeune femme. Comme le suggère Vincent Do, cette figure est sans doute surdéterminée par des éléments conjoncturels, l'âge avancé des principales vedettes masculines du moment, issu pour les besoins du parlant d'une scène théâtrale où prévaut une grande tolérance pour les jeunes premiers hors d'âge. Elle est aussi d'autant plus invisible que les mœurs bourgeoises favorisent les mariages de ce type, notamment après l'hécatombe de 1914 à 1918, Macmillan, 1981. Cette figure signifie aussi, plus puissamment qu'aucune autre, les prérogatives du père, son pouvoir sur les femmes se confondant avec son pouvoir sur les enfants et les maintenant comme le fait le Code civil dans la même soumission. Mais qualifier avec Vincent Do cette figure narrative d'oedipienne risque d'amener à un contresens théorique. Nous adopterons plus volontiers l'autre formulation qu'elle propose, celle d'incestueuse. En effet, hormis quelques films associés à la tendance réaliste, qu'elle soit qualifiée de poétique ou non, dont l'argument le plus souvent met Jean Gabin en position de sujet face à un mauvais père, les films les plus typiques de cette avant-guerre ont pour particularité que le sujet du fantasme n'est jamais Oedipe ou Électre, l'enfant féminin selon le jeune Freud, mais le père Laloy qui tente d'évincer le fils pour s'approprier la fille. Le terme d'inceste permet aussi de renvoyer cette thématique filmique à tout un paradigme psychosocial dans la vie réelle, qui va bien au-delà des mariages arrangés entre un homme âgé et une jeune fille, puisque l'abus sexuel des filles par des hommes ayant pouvoir sur elles n'est pas simplement un fantasme de divan, comme nous le rappellent opportunément Nancy Huston, 1979, et Marie-Victoire Louis, 1994. En effet, si cette figure de couple incestueux renvoie non pas à une phase psychique innocente, parce qu'universelle de l'ontogenèse humaine, à en croire Freud du moins, mais à une violence cachée, mais bien réelle dans la société, sa présence massive dans le cinéma de la décennie, près d'un tiers des films, commence à faire sens. L'assurance sexuelle de ces séducteurs bedonnants incarnés par Rému, Harry Bor, Jules Berry, Victor Franzen, la soumission de ces jeunes femmes dont le visage et le nom étaient si vite oubliés, ne fonctionne-t-elle pas comme un déni des craquements qui minent l'édifice patriarcal, déni lui-même symptomatique d'une peur des changements qui s'amorcent, Sonne 1991. Est devenu lieu commun dans l'étude des rapports sociaux de sexe, le constat que les hommes dans leur ensemble ont en tout temps et en tout lieu manifesté peur et méfiance envers le sexe féminin, Dinerstein 1978. Dans cette perspective, sous un patriarcat français particulièrement pesant et retardataire dans la France des années 30, Macmillan, 1981, ces images de soumission sexuelle de la femme-enfant vont de soi et suscitent forcément quelques images de gauche de révolte contre le père. En l'occurrence, cette peur des femmes dont témoigneraient ces films, de qui est-elle le fait? Des hommes français, globalisation facile sous des plumes féministes? Des petits bourgeois français? Des intellectuels français? De la communauté masculine des cinéastes, au sens large, et de leur entourage boulevardier? Dans l'état actuel de nos travaux, seule la dernière hypothèse paraît indiscutable. Ou ne s'agit-il que d'un déplacement de peur plus directement politique, vers le registre des rapports de sexe qui ne serait alors qu'un masque? Peur de la guerre, peur de la perte d'identité nationale, peur de l'autre. C'est la thèse que privilégient les historiens français du cinéma quand ils observent une régularité thématique dans la représentation filmique des rapports entre générations ou entre sexes. Bertin Maguit, 1989, Garçon, 1984, de la Bretèque. 1977. Quoi qu'il en soit, il est vraisemblable que ces représentations renvoient aussi à une peur des femmes en chair et en os, exacerbée par les modestes progrès sociaux et les très raisonnables revendications des organisations féministes de l'époque, Bard 1995. Ces mêmes questions résonnent avec une toute autre urgence devant les surprenantes révélations apportées par l'examen sur pièce des 4/5 de la production française entre 1940 et 1944, au temps de l'occupation allemande et du gouvernement de Vichy. Car d'emblée et pendant toute cette période, l'on assiste à un véritable détrônement de la loi du père au profil d'une fantasmatique loi de la mère. Ce renversement, dont témoigne la quasi-totalité des films de cette époque, peut certes être attribué, comme nous sommes d'ailleurs tentés de le faire, au traumatisme de la défaite et au discrédit d'un patriarcal associé à la Troisième République et à son état-major en déroute. Cette hypothèse tend à accréditer,
encore bien davantage que la figure incestueuse de l'avant-guerre, l'existence d'un imaginaire social masculin ainsi que son étonnante versatilité. La peur et la haine des femmes disparaissent en un tour de main, le changement que nous observons s'effectue en quelques mois, et s'y substitue soit une figure féminine figée sur un piédestal, monument d'une masculinité en berne, attitude typique de la droite traditionnaliste à la manière de la bonne presse catholique, soit une figure dynamique qui présage des apostrophes. Une renaissance future, attitude de gauche à la manière d'Aragon dans Aurélien par exemple, en 1944. En effet, cet imaginaire social masculin en crise, repérable chez la grande majorité des hommes cinéastes, épouse encore le clivage gauche-droite traditionnel, ce qui ne surprendra pas s'agissant de la France. Mais comment expliquer que tant de films puissent provoquer des interprétations ambivalentes ? Le ciel est à vous est l'exemple le plus célèbre, et en tout cas ne s'oppose plus aussi franchement que les mauvais pères du réalisme poétique pouvaient trancher avec les pères tranquilles du boulevard ou de la Provence pagnolesque. Pierre Laborie, 1989, constate que l'atmosphère de l'avant-guerre française est à la confusion politique et idéologique, et Yves Chalat, 1985, fait l'hypothèse que la débâcle et l'occupation suscitent dans tous les secteurs de la société, des résistants aux collabos, des vichistes de droite, maurassiens catholiques traditionnalistes, aux vichistes de gauche, polforistes de la SFIO, et jusque chez les attentistes apolitiques, l'obscure aspiration à autre chose, que l'auteur décrit comme un dépassement du capitalisme libéral. Attardons-nous sur cette thèse, sulfureuse à vrai dire, selon laquelle des aspirations progressistes se sont fait jour sous Vichy. On peut mettre en parallèle le thème de la régénération par les femmes que nous rencontrons à travers l'ensemble de la production cinématographique, et le fameux retour à la terre, pétainiste. Gérard Miller, 1975, observe que ce thème a d'abord été lancé par l'exode de juin 40, quand les Français du nord de l'Est et de la région parisienne fuient cette France moderne, urbaine et industrielle qui les harcèle de son agitation depuis 1936 et qui n'a pas su les protéger de l'envahisseur, vers un sud agricole qui représente aussi un refuge dans le passé. Christian Faure, 1989, nous apprend qu'au-delà des discours du maréchal, la volonté vichiste de revaloriser le monde paysan permet la naissance de l'ethnographie rurale française, création du musée des arts et traditions populaires, ainsi qu'un important courant documentaire dont le fleuron est le célèbre Farbig de Georges Rouquier, réalisé après-guerre, mais directement issu d'un programme officiel de Vichy. Aujourd'hui où la paysannerie française, le paysage français, la qualité des produits agricoles sont menacés par la logique de plus en plus absurde du capitalisme libéral, nous pouvons avoir un regard plus dialectique sur ce courant. L'aspiration incarnée dans la France de Vichy aussi bien par le thème officiel de revalorisation de la ruralité que par les activités qui se sont développées sous ce parrainage, peut apparaître comme une anticipation de certains aspects de l'écologie contemporaine. Dans cette perspective, on comprend mieux que l'ambiguïté idéologique dont se nourrit la société civile, au moins pendant les 2 premières années du gouvernement de Vichy, ne doivent pas être affublées de connotations uniquement péjoratives. Or, il en va de même pour les aspirations que traduit, par exemple, la création d'écoles pour cadres féminins sur le modèle de la fameuse école d'Uriage, et dont le but avéré était de redresser les grandes déficiences de la Troisième République dans la formation civique et sociale des membres féminins de la communauté nationale. Ces aspirations à une responsabilisation plus grande des 2 sexes dans la société, mais aussi à de nouveaux rapports de couple et à une nouvelle paternité, Delumeau, 1990, irriguent massivement le cinéma de l'occupation. À peu près seuls parmi les écrivains de leur époque, Camus, Bove, Sartre et Aragon mettront à nu cette crise d'identité masculine provoquée par la défaite. Cependant, dans L'étranger comme dans Le piège et les chemins de la liberté, il faut mettre à part Aurélien où l'influence d'Elsa Triolet est déterminante. Le doute de soi masculin s'accompagne d'une misogynie souvent violente, ce qui précisément oppose ces productions de l'élite littéraire à la vision positive des femmes dans la grande majorité des films de l'époque. Cette différence entre littérature et cinéma s'explique peut-être par la spécificité de chacune de ces pratiques artistiques. L'écrivain est seul, héritier d'une tradition culturelle française qui valorise l'universel masculin, Coquillat, 1982. Un écrivain, s'il entend sans doute la rumeur de son époque, répugne à écrire pour elle, il écrit pour l'éternité. Mais l'artiste collectif qui fait un film,
c'est-à-dire aussi bien l'équipe de réalisation que le milieu des professionnels du cinéma, est plus ouvert sur le monde du fait même d'appartenir à un groupe, et la conscience du caractère éphémère d'un film, beaucoup plus forte à cette époque qu'aujourd'hui, implique que ses auteurs travaillent dans le présent pour le public du moment. Sans parler de la dimension commerciale du cinéma qui incite consciemment ou non, l'auteur collectif d'un film à être réceptif à l'ère du temps, ce qui pour nous n'a pas nécessairement un sens péjoratif. Quoi qu'il en soit, cette complémentarité entre crise d'identité masculine et vision régénératrice du féminin ne se manifeste nulle part aussi massivement que dans le cinéma. Certes, quelques pièces de théâtre, autres arts collectifs, mettent en scène des effigies féminines entourées d'hommes en crise selon un modèle proche du cinéma le plus typique de l'époque. Et Pierre Laborie, 1993, a mis à jour l'utilisation de Jeanne d'Arc comme symbole d'unité et de rassemblement dans la presse catholique du Sud-Ouest pendant la même période. Le M du phénomène au cinéma face à sa quasi-absence dans la littérature populaire par exemple, laisse plusieurs questions en suspens, touchant sans doute à un domaine à peine exploré jusqu'ici, du moins en France, la spécificité des différentes pratiques culturelles, individuelles et collectives dans une formation sociale donnée à une époque donnée. Pour le seul cinéma, comment les créateurs et les techniciens deviennent-ils les médiateurs de l'imaginaire social ? Pour autant que semblable crise d'identité des sexes soit assimilable à cette notion ? La crise d'identité masculine qui suit régulièrement cette épreuve suprême des valeurs viriles qu'est une guerre, en particulier lorsqu'elle se solde par une défaite, commence à être explorée pour d'autres époques ou d'autres nations, The Ouellette, 1977, Moog, 1987. Pour la France des années 40, on peut formuler l'hypothèse qu'en raison des deux humiliations nationales induites par cette guerre, la débâcle suivie de l'occupation puis la libération par des forces étrangères, la crise d'identité masculine se décompose en deux temps, un effondrement suivi d'un retour de bâton. Suivant deux trajectoires complémentaires, la femme active et autonome de l'occupation se change en une créature diabolique, Panique 1946, dont l'activité est entièrement dirigée contre les hommes, cependant que l'homme doux évolue vers une figure de victime, Manège 1949, comme un écho à l'image qu'ont d'eux-mêmes les innombrables prisonniers de guerre qui sortent du conflit avec la hantise que les femmes n'acceptent plus de reprendre leur place soumise des apostrophes. Avant-guerre, Durand 1987. Cependant, les représentations filmiques de l'après-guerre sont fortement contradictoires. Face à ce courant misogyne dominant et au moment où paraît Le Deuxième Sexe 1949, best-seller des années 50, émergent des films véritablement féministes dans le sens moderne du terme, souvent remarquables, Casque d'or 1952. Ils tentent de mettre à jour les ressorts de l'oppression patriarcale en montrant qu'elle pèse aussi sur les hommes. Ainsi le cinéma témoigne, comme aucun autre moyen d'expression nous semble-t-il, de la déstabilisation des rapports entre les sexes dans la société française des années 1940, provoquée par les événements politiques et militaires. Nous les étudions ici dans leurs répercussions dans le champ de la vie privée traditionnellement considéré comme relevant d'une autre temporalité, la longue durée de l'histoire des mentalités. La sensibilité du cinéma au bouleversement induit dans le champ des rapports sociaux de sexe par la guerre et l'occupation prouve, s'il était besoin, à quel point la sphère privée est politique. Par ailleurs, la mise à jour d'une strate de signification visible seulement à ce jour, dans ce champ partiel de la production culturelle qu'est le cinéma de fiction, pourrait aussi montrer l'intérêt qu'il y a à aborder l'histoire du cinéma comme un champ autonome, susceptible de nous apprendre beaucoup plus sur l'état de nos sociétés, dès lors qu'on ne considère plus les films comme un simple reflet fût-il à contre-courant d'idées élaborées ailleurs. Notre réflexion se présente donc sous la forme d'un triptyque dont le panneau central développe une analyse globale du cinéma français sous l'occupation. Deux volets latéraux proposent une vue plus cavalière de l'avant-guerre et de l'après-guerre qui couvrent chacun une décennie. Chacun des trois volets historiques est accompagné d'analyses présentées à part, concernant des œuvres, souvent réputées, quelquefois méconnues, dont la complexité nous a semblé mériter un traitement particulier. Nous tentons chaque fois de montrer comment le statut de chef-d'œuvre, reconnu ou non par la cinéphilie, correspond non pas à un superbe isolement dans le ciel des idées et des formes, mais à une capacité particulièrement remarquable de mettre en œuvre les contradictions de l'époque. NB.
Nous remercions chaleureusement pour nous avoir ouvert sans restriction leurs archives, Dominique Paigny et la Cinémathèque française, Michel Aubert et le service des archives du film, CNC, Gabriel Classe et la Cinémathèque royale de Belgique. Nous avons adopté le principe de désigner les personnages par leur nom de fiction, dans les analyses de films, où le lecteur a le temps de se familiariser avec eux. En revanche, dans les chapitres de synthèse, nous avons préféré les désigner par le nom des acteurs qui les incarnent, de façon à ce que le lecteur qui n'aurait pas vu les films dont nous parlons se repère plus facilement. Par ailleurs, nous donnons la date de sortie commerciale pour les films d'avant-guerre et d'après-guerre, alors que nous avons préféré donner la date de début du tournage pour les films de l'occupation, compte tenu des évolutions accélérées qui caractérisent cette période et des effets induits sur les films dès leur mise en chantier. On trouvera dans les annexes filmographiques l'année de tournage et de sortie pour tous les films, et le mois du début du tournage pour la période 1940 à 1944. Première partie, les années 1930, le règne du père. Chapitre 1, tableau d'un ciné-roman familial. Cette première partie, survol cursif des années 30, ne se prétend nullement exhaustive. Nous avons voulu, en nous appuyant sur un nombre de films restreints, illustrer surtout la tendance lourde qui caractérise le cinéma de cette décennie, la figure de père incestueux, sous ses trois variantes, tranquille, sacrifié et indigne. Le lecteur devra accepter notre assurance que tous ces films sont représentatifs de la production de l'époque, même s'ils ne correspondent pas toujours à l'image que l'on peut se faire aujourd'hui d'un produit de qualité. Un nanar comme vous n'avez rien à déclarer, qui par ailleurs n'a rien perdu de sa drôlerie, peut être aussi représentatif de l'imaginaire d'une époque qu'une œuvre que la postérité a sacrée film d'auteur, postulat qui est au centre de toute notre démarche. Nous avons par ailleurs consacré des analyses plus développées à quelques œuvres dont la supériorité est généralement reconnue, en nous efforçant de montrer en quoi elles travaillent les grands motifs de l'époque à rebrousse-poil, d'où, pour nous précisément, leur qualité exceptionnelle. L'histoire de la vie privée, en France, publiée sous la direction de Philippe Ariès et Georges Duby, 1987, traite dans son 4e tome, sous les rubriques les plus variées, de la période qui va de la Révolution de 1789 à la Grande Guerre. Le 5e et dernier traite presque exclusivement des changements intervenus depuis 1950. Implicitement donc, l'entre-deux-guerres serait pour ce qui est du mouvement de cette histoire-là une sorte de no man's land entre la société ancienne et la moderne, où l'ordre privé demeurerait intact dans les structures héritées du XIXe siècle, alors même que la sphère publique est plus que mouvementée. Dans la logique de l'ouvrage, il s'ensuit que la France des années 30 est encore et toujours placée sous le signe de ce père tout-puissant dont Michel Perrault analyse le règne. Figure de proue de la famille comme de la société civile, le père domine de toute sa stature l'histoire de la vie privée au XIXe siècle. Le droit, la philosophie, la politique, tout contribue à asseoir et à justifier son autorité. Privés du roi, les traditionalistes veulent restaurer le père. Mais sur ce point, les révolutionnaires ne leur cèdent en rien, pas plus que les républicains, qui contient au seul père de famille les clés de la cité. Au nom de la nature, le Code civil établit la supériorité absolue du mari dans le ménage et du père dans la famille, et l'incapacité de la femme et de la mère, page 121. Et malgré les pétroleuses de la Commune, les ouvrières des usines d'armement et la garçonne des années folles, les femmes françaises de l'entre-deux-guerres resteront à la traîne de leurs sœurs de l'Europe du Nord, qui auront à peu près toutes conquis le droit de vote dès le lendemain de la Grande Guerre par exemple. Voici comment James Macmillan, 1981, auteur de la première étude sociologique consacrée à la condition des femmes sous la Troisième République, résume la situation des années 20. Les observateurs de l'époque surestiment gravement les progrès des femmes dans la sphère plus large du travail et des droits civiques, tout en refusant de voir que la Grande Guerre, loin d'avoir affaibli le culte des activités ménagères, l'a renforcé au contraire de nombreuses façons significatives. Les femmes font l'objet de discrimination dans la plupart des postes de direction. Les nouvelles possibilités offertes dans l'enseignement secondaire et supérieur tardent à produire une féminisation notable des professions libérales. Dans la France de l'entre-deux-guerres, les signes ne manquent pas de la persistance d'un ordre essentiellement patriarcal. pp. 117 et 130.
Mais une récente étude culturelle d'une chercheuse américaine, Mary Louise Roberts, 1994, montre que les surestimations de bien des phénomènes touchant aux femmes et à l'identité de sexe dans les années qui suivent la Grande Guerre, si elles sont démenties par les statistiques, n'en traduisent pas moins des préoccupations réelles et répandues dans la société. Selon cette autrice, c'est la crainte d'un brouillage des frontières entre les sexes qui sous-tend les grands débats des années 20 autour de la femme moderne et de son allure androgyne, autour des rapports entre maternité et sexualité, et du statut socio-fiscal de la célibataire, le tout sur fond à la fois de libération sexuelle et de natalisme. Si les années 20, en France mais aussi en Allemagne par exemple, sont caractérisées par un trouble généralisé et explicitement formulé sur les questions d'identité de sexe, les années 30 amènent un refoulement normalisateur dont Roberts voit l'emblème dans l'assagissement de la mode. Dans cette optique, il est sans doute significatif que l'un des films marquants de l'immédiat après-guerre français, La Roue d'Abel Gans, 1923, traite avec franchise et sur un mode tourmenté du désir incestueux, qui touche au cœur de la différenciation sexuelle, tandis que le cinéma des années 30 sera au contraire celui à la fois du déni et de la banalisation de ce même fantasme. Adapté d'un vaudeville de Hennequin et Weber de 1906, Vous n'avez rien à déclarer ? Léo Johannon, 1937, illustrerait selon Vincent Do, 1985, cette nostalgie pour le spectacle vivant d'avant-guerre, vaudeville, quelconque, qui caractérise les débuts du parlant en France. Résumons à la fois l'action et le projet idéologique de ce film à rebondissements multiples. Un sympathique entomologiste d'âge mûr, au nom prédestiné de Papillon, Rému est appelé à sortir du cocon d'abstinence sexuelle où nous le trouvons enfermé au début du film. Pour ce faire, il suivra une trajectoire qui finira par légitimer au tout dernier plan son droit d'accès aux jeunes femmes, la fréquentation régulière d'une charmante demi-mondaine, Germaine Osset, qu'il s'estime désormais permise, attendu que sa peu avenante épouse, Marguerite Templet, le trompe depuis longtemps avec un bourgeois ridicule, Alerme, que le grand amour de sa jeunesse estudiantine est devenu Dame Pipi. Dans un cabaret, Pauline Carton, que son jeune et timide assistant devenu son gendre, Pierre Brasseur, a grâce aux attentions expertes de sa nouvelle épouse, Sylvia Bataille, pu quitter son propre cocon, suite traumatique d'un coitus interruptus pendant sa nuit de noces, et qu'enfin les deux insectes qui refusaient obstinément de copuler depuis le début du film s'y sont enfin mis eux aussi, preuve définitive du naturel de la chose. Les déplacements successifs qu'opère ce scénario sont typiques du déni de l'inceste qui caractérise le cinéma de l'époque. Ayant résolu d'aider son gendre à surmonter les fâcheuses conséquences de sa nuit de noces en chemin de fer, un douanier a fait irruption dans le compartiment de wagon-lit au moment critique, confère le titre du film. Rému va d'abord rendre visite à un psychanalyste farfelu, Saturnin Fabre, pour raconter, dans une scène rajoutée par les adaptateurs, l'histoire de son jeune ami. De toute évidence, l'aliéniste croit à un ami imaginaire servant à cacher une mésaventure de Rému lui-même. Or, si la surface du texte infirme ce soupçon, cela nous révèle le vrai projet du film dont le bénéficiaire ne sera pas le fils, mais le père. Plus tard, dans une scène étrange, Rému se trouve seul le soir au salon avec sa fille, Sylvia Bataille. Tous deux semblent avoir quelque chose à se dire, mais ne parviennent pas à l'exprimer et finissent par se souhaiter simplement bonne nuit. Cette scène, tout à fait inutile dans un contexte par ailleurs parfaitement linéaire, révèle l'enjeu souterrain du film, l'impossible inceste, que la belle et complaisante danseuse, Germaine Osset, permettra d'accomplir à la fin du film par simulacre. On peut émettre une réserve quant à la notion de nostalgie, appliquée par Vincent Do à un tel film. Car le ressourcement dans le vaudeville fin de siècle entraîne ici des modifications si profondes, qu'il convient moins de parler d'une fuite nostalgique vers le passé que d'une construction incestueuse spécifique au cinéma des années 30. En effet, une comparaison entre le scénario du film et le texte original montre que cette dimension incestueuse, qui est tout l'enjeu de l'adaptation, est inventée de toutes pièces par les auteurs de celle-ci. Dans l'original au contraire, les rapports entre le beau-père du jeune homme traumatisé et la prostituée qui devra aider celui-ci à retrouver son orgueil, sont de simples données de départ qui vont sans dire, et l'enjeu de la pièce, typiquement fin de siècle,
et la promotion sociale par le mariage, le gendre n'étant point l'employé du père, mais un riche aristocrate. Kausen 1992. Loin d'être le reflet passif du système patriarcal éternel, ce film est un plaidoyer, spécifique de son temps, en faveur de privilèges menacés, alors que la pièce d'origine, à une époque où ces privilèges allaient sans dire, cherche simplement à occulter une ambition sociale peu glorieuse derrière un certain hédonisme sexuel. Cherchant à affiner les observations de Vincent Do, nous avons donc recensé environ 300 films, sur le millier que compte la production spécifiquement française entre 1929 et 1939, où ce rapport incestueux, père-fille est repérable. Régularité confirmée par les analyses de générique des années 30, Lagny et al., 1986, pp 177 et suivantes, à partir d'un relevé systématique des premiers rôles dans le cinéma de la décennie. Il s'agit là d'un chiffre étonnant qui confère au cinéma français des années 30 une homogénéité comparable à celle des cinémas populaires du Japon, de Hong Kong ou d'Inde, avec leurs figures narratives inlassablement récurrentes, et qui l'éloigne du cinéma américain où les conformités s'organisent plutôt par genre. Mais nous avons également pu observer que la figure de père qui correspond aux exemples choisis par Vincent Do, 1989, ne distingue pas entre les différents aspects du fantasme incestueux de ce cinéma, que nous avons repéré comme tripartite, le père tranquille, le père sacrifié, le mauvais père. Dans environ la moitié des cas, nous avons effectivement affaire à un père tranquille. Il s'agit de films où le pouvoir du père est conforté, parfois sur un mode explicitement sexuel, vous n'avez rien à déclarer, mais le plus souvent sur un mode implicite, Justine de Marseille, abus de confiance, voire ci-dessous, où le déni ne débouche sur aucun passage à l'acte, pas même par déplacement comme dans le film de Johannon. Ce type de père, avec ou sans guillemets, est typiquement joué à l'époque par Rému mais peut l'être aussi par Charles Vanel, Carrefour, Jules Berry, Arlette et ses papas, Pierre Blanchard, La Nuit de décembre, etc. Pour l'autre moitié, ces pères incestueux se répartissent entre d'une part une figure de père sacrifié, surtout associée à Harry Bohr, mais assez souvent aussi à Erich von Stroheim, et d'autre part celle d'un père indigne, moins carent que franchement malfaisant. Ce dernier, à la différence des deux autres, n'est plus au centre du film, mais sert d'antagoniste à un héros masculin plus jeune. Associé à la sensibilité la plus à gauche du cinéma français d'alors, les plus mémorables incarnations de ce rôle sont celles de Jules Berry, Le crime de Monsieur Lange, Le jour se lève et Michel Simon Quai des brumes. Si le père tranquille, largement dominant au cours de la première moitié de la décennie, époque où triomphe le vaudeville filmé, entre statistiquement en déclin après 1936, le motif du père sacrifié, dont la fréquence s'accroît au contraire après cette date, est néanmoins présent en force dès les débuts du parlant. Quant au père indigne, c'est essentiellement un phénomène post-Front populaire, associé à l'essor, tout relatif, du réalisme poétique. Or, cette périodisation n'est qu'un indice parmi d'autres qui nous conduisent à penser que la prégnance de cette thématique incestueuse n'est pas un simple reflet généralisé d'un patriarcat éternel, mais bien davantage un rituel, réactionnel et exorcisant, organisé par une communauté d'hommes cinéastes bien délimités mais entretenant des rapports complexes avec leur milieu, leur classe et leur sexe, qui travaillent à conjurer les sourdes menaces qui planent sur le pouvoir patriarcal, l'ordre capitaliste et l'identité nationale. Car nonobstant sa solidité apparente, la légitimité patriarcale reçoit tout au long des années 30 françaises des coups de boutoir qui ne pouvaient passer inaperçus d'aucun homme. En 1935, le législateur supprime le droit paternel du châtiment corporel. En 1938, ce sera au tour de la puissance maritale. Par 3 fois, la Chambre des députés vote une loi accordant le vote aux femmes, la dernière date de 1936, tout en sachant que le Sénat y fera obstacle. Car de fait la tyrannie du Code Napoléon continue de peser sur les femmes et l'anxiété nataliste entraînera vers la fin de la décennie le vote du Code de la famille, qui tente à renforcer l'enfermement des femmes dans leurs fonctions maternelles. Entre-temps, cependant, les grèves d'une ampleur sans précédent qui saluent en 1936, la victoire du Front populaire traumatise ce double social du patriarcat privé qu'est l'ordre patronal. Et ces grèves font suite aux affrontements de 1934, qui pouvaient apparaître alors comme l'échec définitif des ligueurs nostalgiques du père. On sait d'autre part quelles angoisses traversent certaines couches de la moyenne et petite bourgeoisie face à l'invasion étrangère,
celle des travailleurs immigrés d'Italie, de Pologne, celle des réfugiés d'Espagne, celle des Juifs chassés d'Europe centrale, Shore, 1985, pp 168 à 170, qui mine cette identité nationale dont la langue allemande dit mieux que la française le lien avec la loi du père Vaterland. Le parrain de la nation et sa filleule. Une jeune étudiante américaine, Lynn Kirby, a effectué un travail pionnier sur les représentations convergentes de la xénophobie et de la crise d'identité nationale connue des historiens, dans quelques films importants de l'époque, notamment Justine de Marseille de Maurice Tourneur, 1934, La kermesse héroïque de Jacques Feder, 1935, et Gribouille de Marc Allégret, 1937. Son analyse du film de Tourneur en particulier nous apporte un éclairage original sur l'articulation entre xénophobie et réaffirmation du pouvoir du père. Ô combien tranquille ici. Justine, Berval, caïd marseillais qui est la violence, idéalisation imaginée par Carlo Rime avec l'accord du milieu phocéen, est le patriarche bienveillant par excellence. Il règne avec humour, sang-froid et bonhomie sur sa sympathique bande de malfrats, mais aussi sur une sorte de pseudo-famille privée, composée de 2 enfants et d'une grand-mère, ainsi que sur une famille de rue qui représente le peuple et se compose des accortes ouvreuses de coquillages du Vieux-Port. La lutte qu'il mène contre l'autre tout au long du film commence paradoxalement lorsqu'il rend service à un bon étranger, un trafiquant de drogue chinois correct. Mais ce faisant, le film reconduit simplement l'image d'Épinal des Chinois tranquilles qui ne font pas parler d'eux. Shore, 1985. Vu uniquement dans leur antre via le téléphone, ces Chinois ne font pas partie de Marseille. Berval leur rend justice en damant le pion à une bande rivale qui les a dévalisés, une bande beaucoup moins correcte composée d'Italiens et commanditée par un homme qui s'habille comme un Anglais. Berval finira par tuer leur chef, très pudiquement hors champ, débarrassant ainsi la ville d'un élément hétérogène qui ne joue pas le jeu, et qui a de surcroît tué son ami de cœur, le doux idiot de sa bande, le bègue Pierre Larquet. C'est alors presque par hasard et sans l'avoir voulu que Berval héritera, à la fin du film, en tout bien tout honneur, de la créature innocente qu'au début de l'histoire un apprenti souteneur, Tonio, avait cyniquement séduite dans le but de lui faire faire le tour du monde en peignoir rose. Elle a bien de la chance, cette petite. Dans une scène clé du début du film, le jeune souteneur, pressé d'arriver à ses fins, veut entraîner sa victime dans un hôtel borgne, insensible à ses épanchements sentimentaux à la vue des étoiles. Dans la dernière scène, Berval, ayant pris sous son aile la jeune femme qu'il a sauvée du suicide, tourne le dos à ce même hôtel et s'éloigne avec elle bras dessus bras dessous, en tenant lui-même des propos rhapsodiques sur les étoiles et sur les beautés de Marseille. Lynn Kirby montre bien qu'ici Marseille tient lieu de la France, et que ce doux patriarche qui respecte les très jeunes femmes, mais qui les garde à sa disposition, incarne le défenseur de la nation face à une alliance entre une silhouette évocatrice de la perfide Albion et un Italien vulgaire et brutal derrière lequel se profile le spectre du fascisme. Le populisme anarchisant de Carlo Rime est celui d'un intellectuel de gauche. Et voici, évocateur d'un tout autre horizon politique français, un autre visage du père tranquille, Charles Vanel dans Abus de confiance. Pas si tranquille que cela d'ailleurs, puisqu'il cache un coupable secret. Le film en cache un lui aussi, celui d'une nostalgie qui fut bien vivante en 1936. L'œuvre d'Henri Decoing est l'un des films encore rares à cette époque qui prennent pour personnage principal une femme, rôle tenu par Danielle Darieux, première jeune star féminine du cinéma français. De prime abord, cette réalisation prend réellement en compte la lente évolution de la condition féminine, ainsi que certains obstacles qui s'y opposent, et cela n'est pas non plus fréquent. Tout au long de la première partie du film, où le style visuel est proche du réalisme poétique naissant, Darieux, étudiante en droit et orpheline, est exposée de manière presque didactique aux agressions diverses des hommes. Cela va du souteneur qui rôde autour du cimetière où elle vient d'enterrer sa dernière parente, jusqu'au patron d'hôtel qui entend récupérer en nature le loyer qui lui est dû, de l'employeur prospectif qui préfère à la super dactylo polyglotte mais obèse, la jolie Danielle, pour venir travailler chez lui le soir, jusqu'au gentil étudiant qui veut profiter du dénuement de sa camarade pour la saouler et l'amener à l'hôtel. À l'exception de l'étudiant, préadulte socialement flou, tous ces exploiteurs de femmes pauvres, y compris la patronne du restaurant qui lui coupe le crédit, appartiennent à ce qu'on peut désigner grosso modo comme la petite bourgeoisie.
Les rares personnes à lui témoigner une solidarité désintéressée pendant cette première partie du film sont au contraire plutôt des prolétaires. Un garçon de restaurant, une ouvreuse d'huîtres, et surtout sa meilleure amie, celle qui lui suggère l'abus de confiance qui donne son titre au film. Il s'agit de se présenter chez un historien riche et célèbre avec des documents, trouvés fortuitement par la copine, tendant à prouver que Darieux est la fille naturelle de cet homme, suite à une liaison de jeunesse abandonnée et décédée. L'historien en question, Charles Vanel, jouit d'un bonheur tranquille, entouré de ses livres et des soins discrets de son épouse, Valentine Tessier, dans un hôtel particulier situé à Versailles, éclairage et découpage boulevard, et comme il se doit son domaine de recherche est l'Ancien Régime. Inutile de dire que ce patriarche généreux accueillera chez lui le fruit de ses amours coupables, avec un petit frémissement dont le caractère équivoque est souligné par la jalousie de son épouse. Celle-ci soupçonne d'abord une liaison, à tort pour le texte manifeste, mais dont la possibilité est renforcée dans l'esprit du spectateur parce qu'il sait que cette paternité est fausse. Le couple finira par adopter l'orpheline, même après la découverte du poteau rose. Il veillera à ses premiers pas dans la profession d'avocate et la remettra entre les mains d'un mari digne d'elle, et qui n'est autre que le double du père. Le jeune assistant de l'historien qui marche sur ses pas. Ici, le choix d'un acteur au charme un peu fade, Pierre Mingan, éclaire singulièrement le sous-texte, déjà évident sur les affiches et au générique. Le vrai couple est le couple incestueux. Ce mariage, en fait, arrangé, n'est qu'une convention destinée à masquer le tabou de l'inceste. En 1936, le sens social de cette fable est clair. Une certaine émancipation des jeunes femmes des couches moyennes est inévitable, mais pour que le patriarcat en garde le contrôle, il faut non seulement réaffirmer l'autorité des pères, mais revenir à l'ère mythique d'une monarchie bienveillante, à une société dirigée par une élite d'intellectuels éclairés, objectivement complices des vrais travailleurs, qui sont à la fois au-dessus des basses considérations des argent, associés à la petite bourgeoisie, et savent respecter les femmes. Sans nécessairement soupçonner Decoing ou son scénariste, Pierre Wolf, d'être lecteur de ce journal, cela flaire incontestablement son action française. Ce personnage de jeune fille pure et entreprenante mérite qu'on s'y arrête, car c'est elle qui est le plus souvent l'objet des assiduités de nos pères bedonnants. La demi-mondaine de Vous n'avez rien à déclarer, sorte d'étaïr presque hors diégèse, Germaine Osset, est davantage spectatrice amusée des pitreries de Rému que personnage véritable. La fille de Rému, Sylvia Bataille, est une sorte de fausse sainte Nitouche qui saura très bien le moment venu dépuceler son mari fragile. Mais ce rôle est plus typiquement celui de la jeune fille moderne, dynamique, incarnée par un grand nombre de comédiennes à la carrière brève, de Madeleine Oseret et Josette Day à Jacqueline Delubac et Jacqueline Laurent, mais surtout après 1934, Quel drôle de gosse, Léo Johannon, 1935, par Daniel Darieux. Avec Viviane Romance, Edwige Feuillère et Michèle Morgan, elle est l'une des 4 vedettes féminines à émerger dans ce cinéma français d'avant-guerre où les premiers rôles féminins sont si rares. À peine plus de 5% des films sont bâtis sur ce principe. Ce qui est en jeu dans l'imaginaire patriarcal, à travers cette figure de jeune fille moderne, c'est le contrôle ressenti comme de plus en plus urgent, de la femme nouvelle, celle qui travaille au dehors et qui risque ainsi d'échapper aux hommes. Voilà qui est exposé crûment dans Club de femmes, Jacques Deval, 1936. Film qui pourrait sembler à contre-courant de son époque en ce qu'aucun patriarche n'y paraît, mais qui ne s'en déroule pas moins tout entier sous le regard du père. Les jeunes filles ô combien modernes sont logées dans un pensionnat mixte à l'abri du regard des hommes, et donc plus susceptibles de s'exposer spontanément à celui de l'homme caméra. Daniel Darieux et ses camarades s'ébattent le plus souvent en short, maillot de bain ou autres déshabillés. Elles travaillent certes au dehors et hors champ, mais seulement en attendant le mariage, laisse-t-on entendre. À travers 5 intrigues enchevêtrées, mais largement autonomes, la voie de la normalité moderne est soigneusement balisée. La vedette est flanquée de 3 contre-exemples plus ou moins sordides. La lesbienne tragique, vouée à l'échec amoureux, Elsa Argal. La Suédoise cynique qui monnaie son corps contre l'ascension sociale, Betty Stockfeld. La téléphoniste plébéienne, Junie Astor, qui par une solidarité de classe implicite avec son ami souteneur, lui procure des proies faciles. Bien entendu, toutes ces transgressions seront punies, la Suédoise sera abandonnée, tandis que la lesbienne empoisonnera la téléphoniste par solidarité féminine. La transgression de Darieux, aimable rebelle, est plus bénigne.
Elle ne fait que défier la règle interdisant toute présence masculine à l'intérieur du club. C'est une transgression drôle, leste, qui porte donc la marque de la positivité. La jeune fille s'ingénie pour introduire dans sa chambre son petit ami, un étudiant gentil et insignifiant, certainement pas un mari en puissance, dans une sorte de comique troupier à l'envers faisant appel à l'inévitable travesti. En somme, dans les fantasmes du milieu boulevardier de Jacques Deval, l'apprentissage idéal au mariage inclut à la fois un travail sexy, Darieux et Girl dans un music-hall, et des Freuden sur le mode masculin pouvant même aller jusqu'à l'enfant naturel. Un 5e fil narratif, qui tourne autour d'une grossesse clandestine et traité sur le même mode de conspiration gay. Ces audaces ne tirent pas à conséquence parce que comique, émoustillante, et propre à former sexuellement une future partenaire. En effet, une fois calmée la confusion provoquée par la découverte de l'intrus, le petit ami de Darieux, intervient une dernière fois la matrone qui dirige le club, F. Francis. C'est une mère autoritaire, un peu ridicule comme il se doit, mais qui au moment voulu se fait le porte-parole d'une compréhension paternelle tapie en coulisses, rappelant que tout cela n'est qu'intermède avant l'hyménée. Voilà certes qui est plus léger, plus égrillard, la virginité n'a plus sa place que la vision offerte par le moralisateur abus de confiance. Mais les deux films incarnent la même volonté fantasmatique de contrôler une féminité qui commence, malgré tout, à inquiéter. Pour illustrer la quasi-hégémonie tout au long de cette décennie du motif incestueux, il convient d'évoquer Hélène, 1936, de Jean-Benoît Lévy et Marie Epstein, seule réalisatrice en activité avec Marguerite Vielle dans le long-métrage à l'époque, dont l'héroïne est l'une des plus modernes de l'époque. Adapté du roman de Vicky Baume, ce film est bien dans la tradition du féminisme prosélyte d'Europe centrale, qui n'a guère d'équivalent ni dans la littérature ni dans le cinéma français de l'époque. Une jeune étudiante pauvre devient l'assistante de son professeur de chimie pour pouvoir continuer ses études. Elle est aimée par un jeune musicien que son père force à faire des études de médecine pour lui succéder. Désespéré, il se suicide et la laisse enceinte. Après avoir accouché, elle revient pour apprendre que son professeur, désespéré d'avoir été quitté par son épouse, a abandonné la recherche. Elle le convaincra de se remettre au travail avec elle. Dénonciation du machisme institutionnel, les difficultés d'Hélène Wilfour-Madeleine Renaud à faire valoir ses compétences de chercheur, dénonciation du pouvoir paternel, suicide de Jean-Louis Barrault, pris entre son talent de musicien et le chantage de son père médecin qui le contraint à des études auxquelles il est inapte, ce sujet pouvait malgré tout s'intégrer dans le modèle français par son dénouement. Après avoir fait face à la misogynie ordinaire de son professeur Constant Rémy pour mener à bien ses études, Madeleine Renaud finira par devenir sa compagne de travail, et son soutien dans la vie, lorsque l'épouse de celui-ci l'aura quittée pour poursuivre une carrière de cantatrice. C'est au prix de ce ralliement in extremis au père qu'un film pouvait alors se faire l'avocat de l'entrée des femmes dans les métiers masculins. Voilà qui augurait mal de l'avenir du féminisme en France. Les martyrs de la guerre des sexes. En 1931, Julien Duvivier réalise une adaptation du roman à succès David Golder d'Irène Nemirovsky. Première représentation marquante dans le cinéma parlant d'une figure de père sacrifié, ce film a pour nous le mérite heuristique d'associer l'apologie du libéralisme spéculateur à un certain antisémitisme culturel, et le fantasme, à peine désavoué, de l'inceste père-fille à une misogynie sans faille. L'essentiel du travail accompli par ce film, on le trouve dans la chaîne de déplacement qui permet d'occulter en les naturalisant par couches successives en quelque sorte ces divers énoncés. David Golder, Harry Bor, est un gros financier juif, l'un de ceux dont la caricature abonde déjà dans les journaux satiriques, pourvoyeur d'un antisémitisme petit bourgeois et anticapitaliste depuis plus d'un demi-siècle. Mais pour le film comme pour le roman, ce juif-là est un bon juif, un juif assimilé, l'acteur Harry Bor n'étant d'ailleurs pas juif du tout, le Boterf 1995 pp 12-13. Ce n'est qu'un grand financier comme un autre, premier déplacement, qui s'est fait lui-même se hissant à la force du poignet hors du ghetto d'Odessa. Mais c'est surtout un mari comme un autre, deuxième déplacement, qui s'use la santé à gagner toujours plus d'argent, pour entretenir une épouse et une fille scandaleusement dispendieuses et oisives, qui vivent entourées de parasites efféminés dans une villa de la Côte d'Azur.
Pour que d'emblée le juif chez Golder-Bor s'efface derrière le financier implacable, dans la première séquence, il accule un concurrent à la ruine et au suicide. Il faut à ses côtés un autre profiteur dont la qualité de juif soit bien visible selon les codes du racisme ordinaire de l'époque. En clivant l'objet traditionnel de l'antisémitisme français en un bon objet, juif assimilé fructificateur de capitaux et un mauvais, métèque thésauriseur improductif, le film accomplit en 2 séquences le grand glissement idéologique qui au cours d'un siècle a peu à peu détaché l'antisémitisme de ses racines anticapitalistes, Léon 1946. Chez Nemirovsky, le personnage de Swaffer, le mauvais juif, ne fait qu'une apparition très brève vers la fin du livre. Chez Duvivier, en revanche, il occupe le devant de la scène dans 2 longues séquences. Seul ami et confident du grand spéculateur qu'est Harry Bor, il est la caricature du juif du ghetto, objet du regard méprisant du domestique arien de son ami. Il possède des millions, en diamants car il se défie des banques, mais marche sur la pointe des pieds pour ne pas user ses talons. C'est certainement une des images les plus antisémites du cinéma de cette époque qui en compte beaucoup. Garçon 1984. Mais la seconde opération du film consiste à recouvrir cet antisémitisme par la simple solidarité masculine dressée contre la gent féminine universellement prédatrice. Dans ce combat-là, la finance audacieuse et moderne peut tendre la main à la juiverie la plus archaïque. Rapportant au célibataire Swaffer les obsèques de son rival malheureux, Golder manifeste le dégoût que lui inspire la cupidité et la laideur de la veuve. Cette façon de faire de Bor avant tout une victime des femmes a pour effet de banaliser, de naturaliser à la fois l'apologie de la spéculation, présentée comme un jeu excitant et productif, et l'opposition antisémite entre bons et mauvais juifs. En fin de compte, ce n'est donc qu'un homme ordinaire, exploité comme tous les autres par une épouse acariâtre, qui elle ne songe qu'au mauvais usage somptuaire de l'argent. Comment ne peut-il pas reporter son désir, certes sublimé, sur une fille tout aussi dispendieuse que sa mère, mais splendidement belle et qui répond juste assez à ses caresses incestueuses. En effet, autant l'affection de la fille est désignée comme superficielle, intéressée, autant le désir du père est perçu comme naturel et attendrissant. Le clou du film est l'éprouvante confrontation entre Bor, terrassé par une première crise cardiaque, et son épouse castratrice, Gloria Paul Andral, qui lui assène à son chevet qu'il n'est pas le père de sa Joyce adorée, Jackie Monnier, ce qui a pour effet d'épicer le sous-texte puisque le tabou incestueux perd de son pouvoir. Pourtant, pour sauver sa fille de la paille où la retraite susceptible de prolonger sa vie de cardiaque l'aurait infailliblement jetée, Golder reprend du service. Il retourne à ses sources, au pays des Soviets, pour arracher de haute lutte une concession de 99 ans sur de riches champs pétrolifères, puis meurt d'épuisement sur le bateau qui le ramène en France tandis que de nouveaux émigrants parqués sur le pont chantent un folklore lugubre. Il est devenu un exilé comme les autres, sacrifié sur l'autel de l'oisiveté féminine dévoreuse. L'antisémitisme sélectif de ce film trouve son origine dans les contradictions internes à la communauté juive de l'époque, où cohabitent juifs assimilés de vieille souche et juifs récemment arrivés d'Europe centrale et orientale. Son apologie de la spéculation provient de la biographie d'une fille de grands bourgeois chassés de leur pays par la Révolution d'Octobre. Cet antisémitisme est cependant aussi celui d'une bonne partie de la presse française du temps, tandis que cette défense de la spéculation est propre à faire pièce aux doutes qui émergent depuis le krach de 1929. La misogynie extrême du film, si elle appartient certes aux individus Duvivier et Nemirovsky, celle-ci semble avoir eu des problèmes avec sa mère, est aussi celle d'une époque. Elle naît des inquiétudes qu'inspirent à bien des hommes et à bien des femmes aussi les figures de la garçonne et autres femmes nouvelles. Mais le profil à double détente de cette misogynie mérite d'être relevé, car il s'agit d'un modèle qui aura la vie dure dans le cinéma français et qui informe bien des films de l'après-guerre comme Manège, Voici le temps des assassins ou À double tour. Celui d'une mère qui a passé l'âge de plaire, son amant n'en veut qu'à son argent, et dont la cupidité et la mesquinerie sont telles qu'elles sont perçues comme pur sadisme, ou comme revanche de celle qui n'est plus désirée. C'est la figure de la mauvaise mère, les guillemets, parce que la même figure peut être aussi bien épouse, belle-mère, tante ou autre, l'important étant qu'elle soit hors du circuit du désir et qu'elle persécute le héros. Dans le film de Duvivier, la cruauté de Jackie Monnier en revanche est inconsciente car la fille de David Golder est aussi candide que la mère est rusée.
Cette innocence d'enfant gâté est sans doute le signifié de la séquence de loisirs pastoraux au Pays basque, où la jeune femme est avec son amant jeune et fat, tandis que là-bas ses parents se déchirent. Les noms à consonance anglaise de ces deux femmes, encore la perfide Albion, et leur prédation parallèle montrent bien que Gloria n'est que l'avenir de Joyce, et que c'est la proximité du jeune corps de cet ennemi malgré elle qui sera en fin de compte fatale au père, incapable de résister à ses charmes parce qu'homme, plaidoyer du même ordre que celui justifiant la prostitution pour empêcher les viols, compte tenu de la sexualité masculine irrépressible. Corbin 1978. L'une des formulations les plus claires de cette misogynie clivée, laide ou belle, jeune ou vieille toutes des salopes, est un film très admiré de Jean Renoir, La Chienne 1931. Le prestige de son auteur est si grand qu'aucun analyste de ce film ne semble attacher la moindre importance à la haine qui s'y déverse sur les femmes, d'une part en la personne de l'épouse de Michel Simon, Madeleine Bérubet, qui sadiquement empêche son mari timide d'exercer son violon d'ingre inoffensif, d'autre part sur la prostituée idiote et cruelle, Jeannie Marez, dont le petit comptable a le malheur de tomber amoureux. Tout au plus se contente-t-on d'en parler comme d'un trait de style provisoire, attribuable au problème de Renoir avec l'actrice Catherine Essling, dont il vient de se séparer. Et pourtant il n'est que de voir David Golder, La Belle Équipe, Molnar, L'Homme de nulle part et tant d'autres films pour comprendre qu'il s'agissait alors de figures appartenant au répertoire le plus ordinaire du cinéma français. La figure de Michel Simon a ceci d'original qu'il s'agit d'un père plus persécuté que sacrifié, et qui accède, à travers la figure régressive des hommes entre eux, il devient clochard à la Boudieu aux côtés du premier mari de sa femme, à une sorte de tranquillité tragicomique, loin de toute femme. Cette fin quelque peu dérisoire est sans doute, avec la force de la mise en image et en son de Renoir, ce qui sauve ce film d'une misogynie agressive, notamment dans la présupposition que le rapport à la création chez les femmes est obligatoirement néfaste, l'épouse qui empêche de créer, la prostituée qui mourra de s'être fait passer pour artiste. Toujours au début de la décennie, le même couple mère-fille est l'objet de la vindicte d'auteurs plus à gauche, que Nemirovsky et Duvivier, ou que Renoir à l'époque. Certes au début de La Petite Lise, le père, Alcover, trop jeune pour l'emploi, mais ayant la carrure symbolique requise, a déjà tué l'épouse infidèle qui le bafouait et se retrouve à Cayenne. Ayant purgé sa peine, il revoit à Paris sa fille qu'il adore, la petite Lise, Nadia Sibirskaya. Mais là, celle-ci est amoureuse d'un bon arien, Julien Berthaud, et doit vendre ses charmes à de vieux messieurs. Le désaveu incestueux est souligné par la scène où la jeune femme gagne sa chambre redoutant la visite de son Miché pour trouver son père de retour du bagne. Elle sera finalement mêlée à un crime crapuleux avec son amant, mais c'est Alcover qui prendra tout sur lui et retournera au bagne. Ce film de Jean Grémillon et Charles Spaak, 1930, montre aussi que juste avant que ses auteurs ne réalisent l'étonnant Dinah la métisse, antiraciste et antimachiste, ils peuvent mettre en scène un usurier juif, la victime du meurtre dans La Petite Lise, presque aussi caricatural que le soifeur de David Golder. Contradiction ? Ou simplement signe de la banalité à cette époque de l'antisémitisme comme de la misogynie ordinaire, à droite comme à gauche, alors que la conscience anticolonialiste, elle, est en progression. Renoir sans doute n'aurait plus tourné dans les années 30 cet éloge du civilisateur blanc qu'avait été en 1928 Le Bled. Si nous avons insisté sur ces failles dans les films de deux grands auteurs progressistes, c'est que la thématique incestueuse qui nous intéresse en premier lieu ici, et qui n'est elle aussi en dernière instance qu'une façon de se défendre contre la différence, non seulement ignore les frontières de genre, mais se manifeste autant dans les nanars que dans les films que la postérité qualifie de chefs-d'œuvre, et qui ont été parfois en leur temps des films très populaires, Les Bas-fonds et Des Brumes. De toute évidence, il faut éviter de projeter sur ces films le clivage socioculturel qui s'est introduit dans le cinéma et son public à partir de la nouvelle vague. Dans les années 30 et 40, tous les films français, même ceux de Renoir ou de Grémillon, avaient vocation populaire, celle d'atteindre tous les publics. Au-delà des nuances explicitement politiques, tous participent d'un même fond idéologique, notamment en ce qui concerne les rapports hommes-femmes et l'idée de nation. La grandeur de certains films de Renoir-Grémillon fédère Chenal. Carnet, résidant dans leur façon de travailler ces mêmes motifs, de les dialectiser, de les mettre en crise parfois, et nous examinons par ailleurs quelques-unes de ces réussites à rebrousse-poil.
Cet amour incestueux qui n'ose pas dire son nom. Nous avons vu avec Vous n'avez rien à déclarer un exemple du désaveu du désir incestueux, la scène chez le psychanalyste. C'est régulièrement par de semblables tropes que ce motif se désigne à contrario dans ces films. Le désaveu peut prendre la forme du quiproquo, Vous n'avez rien à déclarer, Arlette et ses papas, du mensonge, abus de confiance, gribouille, ou du leurre, tempête. L'une des figurations classiques du père tranquille, c'est Rému dans Gribouille de Marc Allégret 1937. Cette comédie dramatique au sens fort est informée d'un bout à l'autre par le désaveu, sous la forme ici du mensonge innocent. Le gribouille, incarné par Rému et marchand d'articles de sport, en casquette et gros pull, juré au procès d'une orpheline russe, Michelle Morgan, victime de la vie, il la fait acquitter, puis la prend sous sa protection et l'introduit au domicile familial en la faisant passer pour la fille d'un ami à lui confier. Il passera ensuite le reste du film à nier, pour lui-même et pour son épouse, aussi bien la qualité d'étrangère de sa protégée, Kirby, que le désir qu'il éprouve pour elle. Pris dans une rivalité oedipienne avec son fils, Gilbert Gilles, il finira par assommer la belle semeuse de troubles avec la statuette de Jeanne d'Arc qui trône sur la caisse du magasin. Ce symbole est ambigu, qui oppose un emblème de la nation à une étrangère, elle-même femme et victime du monde des hommes. Ambigu aussi est le dénouement du film où, ayant assommé Morgane, Rému sort sans un mot pour se rendre au commissariat. La mère rassure alors son fils en déclarant « T'en fais pas, on te la sauvera ». Mais Morgane, au moment de la bagarre, avait la ferme intention de les quitter et rien n'avait indiqué clairement qu'elle aimait le fils de la maison. Et lorsque la femme de Rému rattrape son mari pour lui dire que la jeune femme est indemne, pour le ramener à la maison, nous les quittons sur la gentille épithète lancée par l'épouse conciliatrice, Gribouille va. Le happy end est pour le moins incertain. D'ailleurs, quel serait ici le happy end ? Rému étant l'inévitable objet d'identification du spectateur. Expulser l'étrangère, préserver l'identité de la nation-famille, ou bien assujettir par le mariage avec le fils l'altérité de la jeune femme, devenir en effet son père pour nourrir le fantasme incestueux, statut revendiqué implicitement depuis le départ ? Les deux solutions sont problématiques. En posant face à l'abattage et la générosité de Rému, un jeune homme gentiment séduisant, Gilbert Gilles, le film se refuse à trancher la rivalité père-fils et laisse à Morgane le soin de faire son choix, dans l'après-film. Le fantasme patriarcal est déjà moins assuré ici que dans Abus de confiance, film qui ne laissait aucune chance à Darieux d'échapper à ce jeune universitaire fade. Elle ne pouvait que subir la loi du père, trop sûre de son pouvoir pour se dévoiler avec un grossier coup sur le crâne. Enfin, un exemple de désaveu en forme de leurre, dans un film insolite d'un réalisateur peu connu, Tempête de Bernard Deschamps 1939, qui met en scène l'un des grands-pères sacrifiés de la deuxième moitié de la décennie, Erich von Stroheim. Escroc international de haute volée, recherché en vain par toutes les polices. Stroheim décide de prendre sa retraite à Paris. Là, il n'aura de cesse de retrouver la femme qu'il a le plus aimée, mariée à présent au préfet de police. Lors d'une rencontre furtive au cours d'un bal, leur étreinte passionnée ne laisse, semble-t-il, aucun doute sur la nature de l'amour qui lie cette jeune femme, Annie Ducos, à l'aventurier vieillissant. Et le film de se dérouler sous le signe d'une liaison clandestine. Ce n'est qu'au tout dernier moment que le spectateur, en même temps que le mari préfet pris de soupçons, André Luguet, surprendra le couple dans sa retraite des amoureux, pour découvrir qu'il s'agit d'un père et de sa fille séparés par la carrière criminelle de Stroheim. Celui-ci va ensuite faire le sacrifice de sa vie pour sauver sa fille d'un maître chanteur, payer le prix de son inceste au niveau du texte profond. Cet itinéraire de l'anxiété incestueuse, la recherche de la fille perdue, est redoublé par la quête tout aussi vaine d'une identité nationale, dans la première séquence. Stroheim est à New York, grimé en noir pour les besoins de son dernier grand coup avant sa retraite parisienne. Mais l'assimilation rédemptrice à la mère patrie, laquelle ne peut jamais s'accomplir pour cet éternel apatride qu'était Erich von Stroheim, l'homme qui parlait toutes les langues avec un accent étranger. Les subterfuges divers par lesquels tant de films français de cette époque indiquent la présence du thème incestueux, à peine cachés sous la surface du récit manifeste, sont éclairés à contrario par les travaux de la chercheuse américaine Janet Walker, 1993. Analysant le film américain Kings Row, Sam Wood, 1942,
adaptée d'un best-seller dont l'inceste était le sujet principal, elle montre que l'ablation de ce motif à l'écran, codé oblige, est signalée dans le texte comme dans l'intertexte, bande-annonce, campagne de lancement, critique, par de nombreuses cicatrices, déplacements, substitutions, déni, etc. Walker postule que dans le cinéma psychologique hollywoodien, le traumatisme sexuel de l'inceste fonctionne, en tant que traumatisme textuel, qui exige des mécanismes filmiques une réponse qu'ils ne peuvent fournir, produisant ainsi un texte éclaté. Et ce d'autant plus qu'il s'agit de censurer aussi bien le désir oedipien des filles, fantasme scandaleux, que la violence incestueuse des pères, abus sexuels effectifs. Car c'est bien à ces référents extra-cinématographiques que renvoie, même dans des films aussi légers, que vous n'avez rien à déclarer ? Ou Arlette et ses papas, ce motif incestueux qui parcourt le cinéma français pendant toute une décennie. Une clé fondamentale de la différence entre cinéma hollywoodien et français de cette époque résiderait donc peut-être en ceci. Le cinéma américain refoulerait toute représentation de l'inceste, même déplacée, les couples hommes mûrs femmes jeunes en étant pour ainsi dire absents, tandis que le cinéma français jouerait avec le feu, mettant en scène sans cesse l'appariement incestueux, toujours du point de vue du père, le fantasme oedipien de la fille ne pouvant être qu'une construction de spectatrice, sauf peut-être dans Hélène, mais en s'ingéniant par une myriade de subterfuges à en refouler le nom. Deux cas limites, Sarati et le boulanger. Face à toutes ces représentations détournées de l'inceste, nous ne connaissons qu'un film de cette époque qui met en scène le passage à l'acte en même temps qu'il désigne, mieux qu'aucun autre sans doute, les sous-entendus sociopolitiques et économiques du sacrifice demandé au père. Sarati le Terrible, André Hugon 1937, montre la mise en échec de la prérogative patriarcale, laquelle irait de pair avec l'inévitable transformation structurelle de l'économie que les secteurs modernistes de la bourgeoisie perçoivent alors comme incontournable. Il associe de façon ambiguë les figures du père indigne et du père sacrifié, en la personne de Harry Bohr, véritable héros de l'histoire, malgré la présence d'un jeune héritier qui emportera la femme. Ce film donne la clé de toute une époque, c'est-à-dire des efforts de l'imaginaire masculin pour sortir du XIXe siècle en douceur, en même temps qu'il préfigure de façon étonnante le scénario typique du cinéma de l'occupation, Premier rendez-vous, le Val d'Enfer, Confère infra. L'histoire se passe dans le port d'Alger à l'époque contemporaine. Sarati, Harry Bohr, dont la boucle d'oreille atteste les origines métèques, est le tenancier fruste CL brutal d'une pension pour dockers. Il règne à coups de trick sur son petit monde, y compris sur sa concubine qui a passé l'âge de plaire, mais qui, contre le stéréotype de l'époque, tient la dragée haute au tyran et à l'occasion protège ses victimes. Dans la vie de Sarati, un seul rayon de soleil, sa nièce, Jacqueline Laurent, qu'il élève à la place d'un frère décédé et qu'il aime d'un amour qui est tout sauf équivoque. Ce personnage de Sarati pose une énigme que ne résout qu'en surface l'extraordinaire charisme du grand Harry Bohr. Le fait de maintenir l'identification du spectateur avec un personnage central à ce point répugnant brutalisant les ouvriers qui lui doivent de l'argent, esquissant le viol de sa nièce ingénue, n'ayant d'autre souci au monde que l'accumulation aveugle de l'argent, pour assurer l'avenir de sa nièce, bien entendu, l'ensemble de ces attributs recevant tout au long du film une connotation négative sans ambiguïté. Mais tous ces traits asociaux sont malgré tout des manifestations de la débordante masculinité de Sarati, masculinité certes excessive, mais qui en tant que telle fait tout le spectacle. Qui plus est, la violence de Sarati s'exerce tour à tour sur des silhouettes de nègres et de bicots sans consistance narrative, sur un vieux domestique arabe et un pédéraste ivrogne, genticier, caricature de la lâcheté la plus abjecte. Et quant à la concupiscence coupable qui porte notre héros vers Jacqueline Laurent, eh bien, la jeune fille est bien appétissante, n'est-ce pas, à traîner comme ça en robe légère. La séquence où Harry Bohr cède à la tentation du passage à l'acte est significative de la manière dont ce film, si accusateur soit-il, continue à nous placer du côté du père désirant. Se promenant avec sa nièce, il la voit soudain s'étirer dans l'herbe à ses pieds, le corsage à moitié ouvert, dans un geste qui n'est guère dans le caractère du rôle et que rien à ce moment du récit ne justifie. Quand Sarati se hasarde à la toucher, c'est parce que les femmes ne demandent que ça. Et la répulsion de sa nièce, qui va la faire basculer dans les bras du jeune comte de Kermadec, Georges Rigaud, en perd malgré tout une certaine crédibilité,
Sarati ne semble pas tout à fait coupable. Et pourtant, le projet de ce film est bel et bien la défaite du tyran, la chute d'une certaine forme archaïque du patriarcat. Il ne s'agit bien sûr d'émanciper ni la femme ni les ouvriers exploités, il s'agit de leur trouver un maître plus raisonnable, plus légitime. Mais pour ce film, la solution de la crise du patriarcat ne réside plus dans un fantasmatique retour au paradis paternaliste de l'Ancien Régime. Certes, le jeune premier est issu d'une famille de hobereaux-bretons, mais s'il a débarqué un jour à Alger sans le sou, c'est précisément parce qu'il a rompu avec eux et avec leur décadence, fin de race. Et s'il finit par triompher d'Aribor en lui enlevant sa... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.